Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette. Je voudrais continuer mes petites capsules sur la physique quantique. Je vais intituler cette capsule « La mécanique quantique, merveille de notre monde ». Là, je vais faire donner une vue générale de la physique quantique depuis ses débuts. Comme on le sait en 1900. La découverte de Max Planck réalise que dans le domaine de l'atome, l'énergie fonctionne de façon discontinue. Lui, il avait appelé ça quantité minimum d'action. Et c'était un professeur de thermodynamique. Et durant ses travaux, en désespoir de cause, parce que c'était contre les principes de la thermodynamique connue du temps, là, que l'énergie se diffusait en petits paquets qu'il avait appelé quantité minimum d'action et que plus tard on nomma quantum ou quanta, là, la théorie des quantas. Et c'est sûr que lui, il a eu beaucoup de difficultés à accepter ça, là. Parce que c'était pas dans sa mentalité, là. C'était pas dans la mentalité de personne à cette époque, même encore aujourd'hui. C'est difficile à comprendre. Et c'est ça qui a fait le début de la physique quantique. Que l'énergie, s'était servi du corps noir, se manifestait de façon discontinue en petits paquets. C'est pourquoi sa constante de Planck est de H, parce que il avait appelé ça, en désespoir de cause, il avait appelé ça Heifel, je crois, qui veut dire en allemand au secours. Et de plus, Max Planck, ça lui a pris peut-être 20-25 ans avant d'admettre que l'énergie pouvait être discontinue dans le domaine de la physique quantique. Et en 1905, le grand Albert Einstein, qui va expliquer l'effet photoélectrique. Et durant la même année ou la même période, là, il va émettre la théorie de la relativité restreinte. Et sa fameuse formule E égale mc2, qui fut incomprise par la plupart des mathématiciens et des physiciens du temps, là, aller jusqu'en 1938 à peu près. Et en 1912, Niels Bohr, que j'ai mis ici, là, on voit Albert Einstein qui est là. Ah, j'ai oublié Planck, mais de toute façon, Planck, tout le monde le connaît, là. Il est partout dans la physique quantique. C'est le premier qui va émettre un noyau d'atomes qui semble cohérent. Ça, c'est en 1912. En 1915, Albert Einstein va émettre sa théorie de la relativité générale, que brièvement, la relativité générale, c'est que Albert a réussi à intégrer la gravité à sa relativité restreinte. Et en 1922 ou 23, Louis de Broglie, qui est ici, lui, il est très très important, mais on dirait que moi je calcule que je pense qu'il n'est pas assez connu pour l'avancement, le grand saut qu'il a fait faire à la physique quantique, là, qui émet que toute particule possède une dualité onde-particule. Ça a été difficile, très très difficile à admettre encore une fois, là, et quand il a soumis ça pour sa thèse, je crois que c'était à la Sorbonne, là, ceux qui, pour son doctorat, ceux qui étaient chargés de donner leur approbation à savoir si c'était correct ou pas, ils ont demandé à Langevin pour voir qu'est-ce qu'il en pensait, mais Langevin non plus pouvait pas
dire si Louis de Broglie était correct ou pas. Fait qu'il avait écrit Albert Einstein, puis il a envoyé le mémoire de Louis de Broglie. Et Albert avait répondu, dans sa lettre, en partie, là, il a soulevé un coin du voile. Et quand c'est retourné à l'université, ses pairs lui ont accordé son doctorat, là. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait compris pour tout ça. Vu que c'était Albert Einstein, parce qu'en 1922, Einstein était une sommité, là. Comme on le sait, en 1919, il avait prédit le décalage des rayons lumineux, là. Il était une sommité dans le monde à ce moment-là. Et en 1924, Erwin Schrödinger, il est ici, va émettre sa fameuse équation de la fonction d'onde, psi. Et Schrödinger, lui, croyait à la localité, disons, de la physique quantique, que c'était pas de façon discontinue, là. Et c'est Max Born, c'est un autre physicien, ça, autrichien, je crois, ou allemand, que, après avoir étudié l'équation de Schrödinger, avait déterminé que la fonction psi était une fonction de probabilité. Et ça, c'est encore de même aujourd'hui. Des fois, les grands génies vont pondre des théories ou des équations des fois qu'ils ne voient pas toute l'importance d'une telle découverte, tout comme Albert Einstein avec sa relativité générale, que ces équations conduisaient à l'expansion, que l'univers est en expansion, mais lui, il ne croyait pas à ça. Fait qu'il avait mis une constance cosmologique là, pour arrêter de... que les gens arrêtent de penser que l'univers est en expansion. Et en 1927, là arrive Werner Heisenberg, qui lui va émettre son principe d'incertitude, son fameux principe d'incertitude. Et une autre petite anecdote, c'est quand Albert Einstein avait vu ça, parce que lui, il n'était pas pour la non-localité de la physique quantique. Il avait déclaré que Heisenberg, dans une lettre ou je ne sais pas si c'était une conférence, mais en tout cas, il avait déclaré que Heisenberg avait pondu un gros œuf quantique. Et un petit peu plus tard, en 1929, Paul Dirac, ça c'est le plus grand physicien anglais qui est passé sur la Terre depuis Isaac Newton. Lui, il a intégré la relativité restreinte d'Albert Einstein au modèle atomique et il a prédit l'existence de l'antimatière. Ça, c'était fait en 1929. Et on pourrait dire que un des derniers grands, c'est Richard Feynman, ce scientiste américain, qui à partir de 1945 a développé l'électrodynamique quantique. Ça, c'est en rapport avec les ondes électromagnétiques, là. C'est lui qui a développé ça. Schrödinger pouvait suivre une particule, la probabilité de déterminer une particule, où peut-elle se trouver en fonction du noyau, tandis que Feynman, avec ses intégrales de chemin, était capable de suivre un peu toutes les particules. Et si on fait un petit retour dans les années 20, il y a eu une polémique terrible dans les années 20 entre ce que l'on appelait l'école de Copenhague, dont Niels Bohr était en tête, parce que lui, il était d'origine danoise, et avec les jeunes comme Heisenberg, Niels Bohr, Paul Dirac, étaient pour la non-localité de la physique quantique, et Albert Einstein en tête, avec Louis de Broglie et Schrödinger, eux croyaient que la physique quantique était locale, ou qu'il y avait un déterminisme en physique quantique, là. Mais là, ça s'est éteint un peu, cette polémique-là, là, parce que à partir du dernier congrès de Solvay, là, en 1929, je crois, Albert s'est dissocié de la physique quantique, et comment est-ce que je dirais ça? Ben, il a continué son travail là, dans le domaine de recherche, là, mais de façon un peu isolée, là, sans participer là, au grand congrès qu'il y avait sur la physique quantique.
Et à la fin des années 20, début des années 30, là, on réalise vraiment que la mécanique quantique possède ses propres lois qui ne sont plus celles de notre monde. Ça, c'est c'est tellement merveilleux qu'encore aujourd'hui, on découvre toutes sortes de choses avec ça. Et que tout ça part de la découverte de Max Planck de 1900, que l'énergie pouvait agir de façon discontinue dans le domaine de l'atome. Et dans les années 20, on a réalisé que il y avait des superpositions d'états à l'intérieur de l'atome, comme une particule peut être à deux endroits en même temps, où elle peut posséder deux niveaux d'énergie, ce qui est impossible dans notre monde. Et c'est incompréhensible dans notre monde. Ça ne peut pas exister comme ça. Mais dans le monde quantique, ça existe. Et le grand Richard Feynman, qui est ici, quand il avait parlé des fentes de Young, il parlait les électrons. L'électron est vraiment fou, parce qu'une particule, un électron qui est indivisible, peut passer d'un fente de Young en même temps dans deux fentes. Comment on comprend ça dans notre monde? C'est une impossibilité. Si vous lancez une balle de baseball ou une balle de golf il y a deux fentes, elle va passer soit dans l'une, soit dans l'autre, mais dans la physique quantique, l'électron peut passer dans les deux fentes en même temps. Mais pourtant, c'est une particule qui est indivisible. Comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer, c'est inexplicable dans notre monde, mais ça existe vraiment. Et on a découvert aussi, au début des années 30, l'intrication quantique. Ça, c'est de deux particules. C'est là que Albert Einstein, là, définitivement, a décidé d'abandonner un peu là, le débat avec Niels Bohr sur la physique quantique. Albert disait que les particules intriquées, qu'elles emmenaient avec elles des variables cachées que nous ne connaissons pas, et que peu importe où elles étaient dans l'univers, elles peuvent correspondre instantanément. Ça, c'est le fait PR d'Albert. Et Niels Bohr avait toujours dit, lui, que la physique quantique est non locale. C'est pour ça que ils peuvent répondre instantanément, là, peu importe où une est située dans l'univers. Et ça se fait avec deux particules. Et un peu plus tard, dans les années 75, un des grands physiciens américains, là, John Archibald Wheeler, lui, il a enseigné à l'université Richard Feynman, est arrivé avec le choix retardé. Le choix retardé, brièvement, ça veut dire qu'on peut agir sur le passé d'une particule. Ça, c'est très, très nouveau, là. Ça commence un peu disons, à descendre au niveau des communs des mortels, là. Mais imaginez-vous, on peut agir sur le passé d'une particule. Ça, nous autres, c'est impossible dans notre monde. Hein? Si je suis à Québec et je m'en vais à Montréal, vous ne pourrez pas agir sur mon passé quand j'étais à Québec. Mais dans le domaine de la physique quantique, ça se peut. Et ça existe. Et c'est pour ça que c'est une physique, que je calcule que c'est une physique qui est merveilleuse et qui va nous emmener toutes sortes de choses. Déjà, voyez-vous, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les iPads, tout ce que vous voulez, là, qui est l'électronique, sans physique quantique, ces choses-là n'existeraient pas. Et malgré tous les efforts que nous avons faits depuis 1900 pour connaître et savoir vraiment fondamentalement comment se fait que la physique quantique marche avec une énergie discontinue, la théorie des quantums, comme on dit, la solution, personne ne le sait. On ne sait pas, on sait comment ça fonctionne, on comprend très bien les résultats, mais on ne sait pas vraiment comment ça se fait que ça marche, ça fonctionne en énergie discontinue. Ça, c'est pas expliqué dans nos jours. Et en terminant, je pourrais peut-être émettre une opinion. Ça, c'est sûr que
je dirais, cet os de la physique quantique va être trouvé un jour, là. Probablement que ça va être par un jeune, parce que si vous regardez les grands pas, les grands pas de la physique, Heisenberg avait 25 ans, Schrödinger était tout jeune, Niels Bohr c'était un jeune homme, Einstein, Albert avait 25 ans, Feynman est un petit peu plus tard, lui, Dirac c'est un jeune homme. En passant, Dirac, je voudrais dire qu'il a étudié comme ingénieur électricien. Il était tout comme Albert Einstein. Il était pas instruit de voir. Fait qu'il a décidé de retourner à l'université. Puis là, ben, il a fait avancer la physique quantique énormément. Et je vais revenir un petit peu en terminant. Une question que je lance. Juste une question. Se pourrait-il qu'il y ait une dualité dans l'énergie à l'intérieur du monde quantique? Ce principe de dualité s'applique un peu partout dans la physique quantique. Les particules, intrication, choix retardé. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de sous-jacent qui ferait que l'énergie quantifiée pourrait posséder une certaine dualité? Ça, je suis convaincu, moi, que c'est, si jamais une chose de même existe, ça va être un jeune qui va trouver ça. Hein? Ça va être un gars d'entre 20 et 30 ans, là, probablement, là, un autre génie qui va arriver, là, qui, c'est peut-être pas ça, là, mais il va faire avancer, faire un grand saut à la physique quantique. Parce que on constate toutes sortes de choses merveilleuses que la physique quantique nous donne, mais on ne connaît pas, on ne peut pas expliquer encore le fondement de la physique quantique. On voit ses résultats dans notre monde, mais quand on rentre à l'intérieur de elle, il y a bien des choses encore de cachées là-dedans. Et sur ce, avec les théories des quantas, je vais vous dire bonne écoute, merci et à la prochaine.